Radiopsy.com. Connaître pour bien-être. Bonjour Christophe. Bonjour Sophia. Bienvenue à l'émission Trajectoire sur Radiopsy.com. Bien. C'est un grand plaisir pour moi de te recevoir aujourd'hui parce que je sais que tu as beaucoup d'activités liées aux thérapies. C'est ça. Que tu es également, outre tes fonctions de thérapeute, formateur. Absolument. Voilà, donc c'est intéressant de partager ça avec nos auditeurs. Donc tu es réflexologue et tu fais également de la réharmonisation énergétique. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus ? Oui, alors en fait, il y a quelque chose qui se superpose dans les deux outils thérapeutiques. Oui. Mais on peut aussi appeler ça, on peut être aussi dans le bien-être, sans aller dans la thérapie. Parce que le mot thérapie, des fois, ça fait un petit peu peur. Donc, oui, c'est un peu vague. Hein, ouais, voilà, aussi, voilà. Donc en fait, dans un premier lieu, je fais de la réflexologie globale. Donc c'est un travail sur l'énergétique, sur les points réflexes, sur les méridiens. D'accord ? Oui. Et donc ça permet aussi de masser les pieds, les mains, le visage, le crâne et certains points réflexes le long du dos, sur un très très long méridien qui est le méridien de la vessie. Voilà. Et la réharmonisation, elle permet de travailler sur des centres énergétiques bien précis. Donc si on est en médecine chinoise traditionnelle, ça va être des points d'acupuncture bien précis sur l'axe médian, postérieur ou antérieur de la personne. Et si on se réfère à une école indienne, ça s'appelle les chakras. D'accord. Voilà. Donc il y a une superposition entre une démarche chinoise et une démarche indienne, ce qui est intéressant quand même. Donc voilà, c'est par ce biais-là que je suis arrivé aussi à la vibration, c'est-à-dire à l'utilisation de bols, qu'on appelle les bols chantants tibétains, Oui. qui ont différentes fréquences, différentes vibrations et différents sons, et en fonction des centres énergétiques, donc en fonction des chakras, on prend tel ou tel bol et on fait un travail chakra après chakra. Alors comment se passe une séance ? Il faut tout faire. Tu fais du massage, ensuite tu fais du bol chantant. Soit la personne vient à moi parce qu'elle m'a repéré entre guillemets comme réflexologue, Oui. ou elle m'a repéré comme je dirais thérapeute en énergétique qui utilise la vibration. C'est soit l'un ou soit l'autre. Oui. D'accord ? Alors les personnes qui viennent jusqu'à moi pour la vibration, on va dire, alors j'ai une approche, j'ai deux approches avec la vibration. Soit je fais des séances individuelles, donc je fais des réharmonisations de chakras, ou soit je fais des séances collectives, où là c'est une grande séance de relaxation où il y a une dizaine de personnes au maximum. J'utilise tous mes gongs et mes bols et j'invite les gens à s'allonger et à se laisser porter par la vibration. Alors, et là c'est un travail qui se fait au niveau je dirais de l'onde alpha. C'est l'onde que le cerveau émet quand il est en phase de relaxation. Donc, ce sont des ondes cérébrales émises. Voilà, c'est ça. Donc le cerveau en activité, là actuellement, le fait de parler, on est sur une onde bêta. D'accord ? D'accord. Le fait d'aller dans la relaxation, c'est aller en onde alpha. C'est une onde qui est proche de celle du sommeil, Non, justement. Non, le sommeil c'est encore plus bas. Ah. Voilà. Donc les gens ne dorment pas, ils sont. Non, les gens ne dorment pas. Donc il y a plusieurs moyens d'aller sur en onde alpha pour être dans la relaxation et la méditation. On peut justement travailler sur le souffle, la méditation, travailler sur un support, mais on peut aussi se balader en montagne ou en forêt, et du coup on peut être dans l'onde alpha. L'activité du cerveau, j'entends. Et c'est là où on se trouve le plus relaxé. On peut descendre encore plus bas, mais c'est celui qui est le plus accessible, en tout cas. Okay ? Et donc, le travail avec les bols, ça a été prouvé de manière scientifique, permet en fait de descendre d'un degré de bêta en alpha. Ce qui fait que les gens sont là, allongés, les yeux fermés en l'occurrence, mais il y a comme un voyage, enfin c'est un voyage musical et voilà, ils sont portés par la vibration, si la sentent et le son. Voilà, donc ça c'est une manière un petit peu, je dirais, collective, ok, mais il n'y a pas de travail vraiment sur les centres énergétiques à ce niveau-là. C'est simplement un travail de relaxation. Alors quand on est stressé, on vient te voir et alors dans ces cas-là, on peut commencer par une séance collective, oui. Et puis le collectif permet aussi
parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Tout le monde essaye d'être sur la même onde, et donc il y a aussi une énergie qui se dégage dans le groupe, et ce qui est intéressant. Et puis à l'issue de la séance, il y a un partage de savoir, bon voilà, alors on sent que les gens ont des résistances, que le mental ne veut pas lâcher, et puis qu'à un certain moment, avec un certain bol et un certain son, il y a bascule, et là, il y a relâchement du mental. Et c'est la phase de relaxation qui commence pour la personne. Et après combien de minutes ? La séance de relaxation collective dure à peu près 1 heure. J'ai 10 minutes d'introduction pour expliquer qu'est-ce que c'est les bols. Et après, il y a 20 minutes, 25 minutes de travail, de voyage musical, on va dire. D'accord. Et puis après, les gens reviennent à eux et puis on fait un partage. Donc, on va dire une petite demi-heure. Voilà, ça c'est l'approche collective. Et en approche individuelle, alors là c'est différent. Donc, c'est un travail... C'est un travail qui se fait chakra après chakra. Voilà. D'accord. Centre énergétique après centre énergétique. Tout à fait. Tu nous rappelles combien de chakras ? Alors, on peut dire qu'il y en a 6 plus 1. Donc, en fait, on dit qu'il y en a 7. Voilà. Mais il y en a aussi d'autres. Mais les 7 principaux sont étagés du périnée jusqu'au sommet du crâne. Donc une séance, tu travailles sur les 7 centres énergétiques. Voilà. Alors bon, il y a aussi ma perception de la personne. La personne vient avec quelque chose de particulier, parce que les gens viennent à moi parce qu'ils ont déjà été sensibilisés. Soit ils font du yoga, soit ils font du tai chi, ou soit ils ont déjà eu un bol, mais ils savent pas l'utiliser, mais ils savent qu'on peut aller un petit peu plus loin avec les bols. D'accord, ce sont déjà des gens qui ont une certaine connaissance de ta thérapie en fait. Une connaissance de la vibration, une connaissance de la méditation. Voilà. Parce que l'utilisation des bols comme ça, on est proche du yoga, de la notion de Kundalini. Voilà, c'est cette énergie qui monte en serpent le long de la colonne vertébrale. Et c'est aussi, je dirais, un peu de la médecine ayurvédique. D'accord. Oui, donc tu as la conjonction entre différents types de pratiques. Tout à fait. Complémentaires, mais quelque part, elles ont leur sens. Et mon approche en médecine chinoise, en énergétique chinoise, fait que je sais qu'un chakra, c'est aussi un centre énergétique. Quelque chose qui est, d'un point de vue médecine chinoise, stratégique, important, de travailler dessus, parce que ça permet d'équilibrer les énergies et les fonctions organiques. Et si on parle un petit peu de ton parcours personnel, alors tu as toujours été dans le domaine des thérapies ou tu es venu aux thérapies ? Pas vraiment. En fait, on va dire que j'ai eu la chance à 21 et à 22 ans de faire un voyage autour du monde. Bon, j'avais travaillé pour ça. C'est une vraie chance. J'ai pris mon sac à dos, j'avais le budget, j'avais 1,50 m de billets d'avion, donc mon tour du monde, il était là. Et j'ai fait un passage en Australie, et je faisais un voyage autour du monde dans le sens vers l'ouest, et je rencontrais les gens qui allaient dans le sens est. Et à certains moments, on se retrouve, on se croise à des auberges. Alors ça peut être une auberge stratégique, parce qu'elle est dans les guides. Ça peut être Singapour, ça peut être Sydney et tout ça. Et donc du coup, j'ai rencontré des gens qui faisaient le voyage à l'inverse, à Singapour, et qui me disaient, on a été en Chine. Alors j'étais extrêmement surpris, parce que dans les années 81, la Chine c'était encore un pays fermé. Et c'était à ce moment-là, Deng Xiaoping avait décidé d'alléger énormément de choses, d'où déjà la libre entreprise, l'auto-entreprise à la chinoise, et l'ouverture des frontières aux individuels. Donc c'était l'extension des visas des hommes d'affaires, qui est devenu un visa touristique. Donc j'ai eu cette chance, je suis passé à Hong Kong, et j'ai eu un visa individuel, et je suis rentré en Chine populaire. Et ça a été un choc culturel. Voilà. Oui, donc, surtout à cette époque. Oui, j'y suis resté sur juillet et août, donc c'était pas la bonne période d'un point de vue climatique, parce que quoi que tu fasses, tu es en nage tout de suite et tout ça, et en fait, bon, j'ai eu un choc important suite à ce voyage. Et bon, après, j'ai continué mon voyage, j'ai fait l'autre Chine, c'est-à-dire Taïwan. Donc il y avait Hong Kong, il y avait Taïwan. Après j'ai continué sur la Corée et sur le Japon. Donc j'étais très imbaigné du monde asiatique, on va dire, comme ça.
Quand j'arrive aux États-Unis, c'est là que je m'aperçois que, par contre, là, le monde américain, c'était pas pour moi. Ça te parlait pas? À ce moment-là, non, ça me parlait pas. De retour en France, malheureusement, à ce moment-là, ou heureusement, ça dépend de quel point de vue, hein, on se place, mais j'ai dû faire mon armée. Donc l'armée m'a fait rentrer en France, et pendant cette période d'armée, j'ai fait des expositions de photos sur la Chine, parce que c'était important. À ce moment-là, tous les photographes de chez Gamma et Sigma n'étaient pas rentrés dans les provinces où j'étais rentré. Ah oui, donc voilà, tu donc venais j'avais avec des photos qui avaient une inédites. certaine exclusivité. Ah ouais. Et après, ça va très très vite, hein, donc elles ont perdu pas de l'authenticité, mais elles ont perdu un certain intérêt, parce que du coup les journalistes allaient un petit peu partout. Donc Bon, j'ai fait quelques expositions. Voilà, donc c'est ça. tu as fait photographe. Oui, essentiellement, oui. Quand j'ai fait mon voyage tour du monde, moi, j'étais vraiment photographe. Ah d'accord. Et j'ai rencontré des gens Enfin, il y a eu un concours de circonstances qui fait que je me suis inscrit dans une école d'acupuncture. En France? Tout en étant à l'armée, oui. Voilà, c'est ça. Mais donc tu avais tâté aux médecines traditionnelles en Chine? Tu avais tâté aux médecines traditionnelles en Chine? Non, pas vraiment. Ah, non, donc là, tu étais plus dans le photoreportage en Chine, en fait. Hein, et en fait, je prenais tout. Quand j'étais en Chine, je prenais tout. Je dessinais, j'écrivais, je prenais des photos, mais j'absorbais tout, j'étais une éponge. Voilà. Et c'est en France que tu as découvert l'acupuncture? C'est en France que, voilà, il y avait une école, dimension européenne, donc je me suis inscrit, j'y suis resté, suivi des cours pendant 5 ans, j'ai eu un premier diplôme, et j'ai constitué une association de patients avec deux confrères de ma promotion, et on a ouvert un petit cabinet d'acupuncture sous forme associative, une association de patients donc, et où il y avait des cours de cuisine, des cours de chinois, des cours de respiration, des cours de gymnastique, de tai chi, donc, et il y avait des consultations en acupuncture. Voilà. Et bon, il y a eu des circonstances médiatiques, et puis économiques et familiales, et puis en fait j'ai décidé d'arrêter. Voilà, j'avais 28 ans, j'ai décidé d'arrêter. Avec l'idée je reprendrai ça un petit peu plus tard. D'accord, donc c'était pas un arrêt définitif, c'était une transition. Voilà, ouais. Et donc là j'ai travaillé très sérieusement dans des grandes maisons en action commerciale et en marketing. Ah oui, donc virement quand même, c'est important. Ouais. Pour finir en marketing, en commerce international avec la Chine. La Chine était vraiment un pivot, hein. Voilà. Et j'ai traversé 3 licenciements économients, donc du coup ça permet aussi de bien réfléchir sur ce qu'on veut. Et puis au troisième licenciement économique, j'ai décidé de travailler pour moi et de faire quelque chose qui me plaisait. Et voilà, je suis revenu aux soins thérapeutiques. Et là encore, un concours de circonstances. Et ben, je suis tombé sur une école qui m'a accepté avec mon bagage, avec mon statut, avec mon âge, et j'ai suivi des cours dans cette école de réflexologie, de massage. Donc c'est là que tu as appris vraiment la réflexologie. En fait, j'ai repris, parce que la réflexologie n'est ni plus ni moins la branche manuelle de la médecine chinoise traditionnelle. Ah, d'accord. Donc il y avait une cohérence en fait. Dont émane l'acupuncture. Oui. Voilà. Donc connaissant l'acupuncture, après, c'est simplement une histoire de remise à jour des données. Alors dis-moi, la réflexologie, c'est ni plus ni moins qu'une forme de massage, ou ça va plus loin? C'est la réflexologie globale, ça va au-delà des massages. C'est une démarche, on essaye d'aborder la globalité de la personne d'un point de vue énergétique. D'accord. Donc on essaye de faire un bilan, de savoir comment la personne elle mange, comment elle pense, comment elle dort. Il y a un petit questionnaire, et à l'issue de ce questionnaire se dégage un déséquilibre énergétique en termes de yin-yang. Voilà. Et là, on choisit l'outil adéquat. Ah oui, donc c'est vraiment un bilan global sur l'ensemble de la personne, ses émotions. Absolument. Par exemple, la réflexologie, c'est quelque chose qui est très 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 intéressant en gériatrie. C'est-à-dire
s'occuper des personnes âgées. J'ai fait un stage, moi, dans un hôpital en gériatrie, donc c'est quelque chose de mise en œuvre assez facile. Et c'est non invasive. Parce que c'est un massage des pieds et des mains. Donc mais ils on peut faire le acceptent, visage. ils acceptent Donc certaines l'introduction parties. de la réflexologie globale en milieu hospitalier ou en maison de retraite, c'est quelque chose qui existe déjà. Oui, et qui est vraiment intégré aujourd'hui. On n'en parle pas tant que ça en fait. Ça dépend des établissements. Ah, ok. Ça dépend aussi de la directrice ou du directeur. Mm. Et puis dans les cliniques ou dans les hôpitaux, ça dépend aussi de la directrice des soins ou du directeur de l'établissement. Voilà. Mais j'en suis sorti, j'ai des collègues qui y sont encore. Donc voilà. Mais j'ai l'impression quand même que pour aller vers la réflexologie, donc dans le toucher, dans la palpation, dans la compréhension des émotions, il faut vraiment être très fortement tourné sur l'humain. Vouloir vraiment aider. Absolument. Alors, il y a évidemment la compréhension du mécanisme yin-yang énergétique, parce que bon, dans la réflexologie, il y a réflexe, donc il y a zone réflexe, ça veut dire quelque chose qui est à distance de, d'accord. Bon, ça c'est de la connaissance, mais effectivement, il faut avoir la connaissance de l'humain. Il faut avoir une petite maîtrise aussi des émotions, parce qu'il y a quelque chose qui se fait avec les émotions. L'énergie et les émotions sont intimement liées. Quand on a une émotion particulière, et tu le sens ça sur le corps? Il y a une énergie qui se dégage. Oui, ça se voit. Le corps, il parle. Ça se voit, ça se sent, même Je avec le regard. Je vais prendre un exemple. Vas-y. La colère. Oui. Il y a deux types de colère. La colère extériorisée et la colère intériorisée. Oui. D'accord ? Donc la colère extériorisée, c'est comme une tornade. Ça sort et tout. On décuple des fois son énergie, on parle fort et tout ça. Il y a les yeux qui deviennent rouges et tout ça. Voilà, ça explose. D'accord ? C'est assez positif, on va dire, quand la colère explose. Mais quand la colère est intériorisée, là, c'est autre chose. Il y a quand même les yeux rouges, mais il n'y a rien qui sort. Et il y a quelque chose qui se situe au niveau de la sphère gastro-digestive. C'est-à-dire que le foie, la colère, en médecine chinoise, en énergétique chinoise, la colère est une émotion qui émane du foie. Donc c'est les organes digestifs qui sont touchés. Oui, parce que le foie, dans un jeu de 5 éléments, les éléments se contrôlent et les éléments s'engendrent. C'est le foie qui contrôle. Le foie, c'est l'élément bois. Le bois contrôle la terre. Et la terre, c'est la rate et l'estomac. Donc la sphère gastro-digestive. Donc quand on a des problèmes de foie, c'est parce qu'il y a une colère. Oui, mais quand on a des problèmes digestifs, ça peut être le foie. Ça peut être le foie aussi. Voilà, parce que la colère n'a pas été exprimée. La colère, elle est rentrée. Voilà. Un petit exemple, c'est une piste. D'accord. Donc en fait, tu as un entretien préliminaire avec la personne, parce que ça, tu ne le vois pas. Oui. Alors, il y a des choses qui sont, flagrantes, d'accord. Quand on peut porter une émotion aussi sur le visage sans l'exprimer, parce qu'il y a des zones. Le nez rouge, les yeux rouges. Problème de peau peut-être. Pour la problème colère. de peau, ça c'est autre chose, c'est un autre élément, mais tout à fait. Voilà, donc ça fait partie de la formation. Essayez de décoder les messages qui sont là, sur la personne, sur le visage, que le corps donne. Voilà. Après, c'est l'interprétation, la classification. C'est un déséquilibre de quel type? Est-ce que c'est un déséquilibre feu, c'est-à-dire yang, on va dire, ou un déséquilibre eau, c'est-à-dire yin? Il faut donner une image entre le yin et le yang. Voilà. Et ces déséquilibres, tu peux les traiter via la réflexologie, ou il faut également faire une séance de bol chantant? Non, c'est différent en fait. La réflexologie va permettre de pouvoir mettre en mouvement, d'accord? C'est-à-dire qu'on n'apporte rien, on retire rien, on met en mouvement les choses. On révèle? Non. C'est déjà révélé. Qu'est-ce que tu entends? C'est déjà révélé. Mettre en mouvement, ça veut dire quoi? Parce que c'est mettre en mouvement les liquides, les énergies. Voilà. D'accord. Il y en a trop en haut, on met ça en bas, ou il y en a trop en bas, il faut faire descendre d'en haut, d'en bas pour que ça circule. Tu rééquilibres avec la réflexologie. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que l'approche globale, c'est ça. C'est-à-dire, on travaille pieds et mains. Oui. Parce que les pieds et les mains sont des zones de convergence. C'est là où les énergies basculent dans autre chose. Le yin bascule en yang et le yang bascule en yin. D'accord. Voilà. Donc tout ça, c'est la connaissance de base. Donc une personne vient avec un déséquilibre énergétique. Oui. Voilà.
on fait un petit bilan, enfin un petit bilan. Qu'à te le dire, c'est pas un petit bilan, mais c'est un bilan quand même, qui des fois se fait sur 2 rendez-vous. Hein, oui, c'est ce que j'allais dire, c'est pas évident lors du premier rendez-vous. Des problèmes d'interprétation, de compréhension, et puis la personne, il faut qu'elle soit en confiance aussi, parce que la personne qui vient jusqu'à nous, c'est une personne qui est avec la volonté de comprendre ce qui se passe chez elle et de changer. Donc on a besoin de sa coopération. Bien que c'est nous qui faisons le soin, c'est nous qui faisons le massage, mais il y a la réception du soin. Hein. Donc ça c'est dans la démarche réflexo. Mais pour l'instant, j'ai pas de bascule de l'un à l'autre. Oui. Voilà. Ça peut être indépendant. Mais ça va arriver. Mais disons que les gens qui viennent à moi en rééquilibrage des centres énergétiques et des chakras, c'est des gens qui ont déjà je dirais une hygiène de vie où ils font du tai chi, ils font du yoga, ils ont entendu parler du travail avec les bols, avec la vibration. Alors si on parle maintenant de ton activité de formateur, alors aujourd'hui c'est un domaine qui est nouveau pour toi ou alors oui, la formation non, c'est quelque chose qui est nouveau. Il faut dire que peut-être que j'avais la fibre du formateur ou de la personne qui partage et qui transmet quelque chose. Parce que c'est comme ça en fait que j'ai été repéré. C'est pendant ce laps de formation en réflexologie, compte tenu que j'avais entre guillemets un bagage médecine chinoise énergétique, je me suis fait repérer par le directeur de cette école et il m'a fait comprendre que je pouvais à terme devenir prof. Parce que c'est une autre démarche, c'est une évolution pour toi. Être thérapeute et donner aux autres et puis partager ton savoir à d'autres thérapeutes ou futurs thérapeutes, c'est pas pareil. Voilà. Bon, le fait est, c'est que je dirais une des règles dans cette école, c'est les profs sont issus de la formation. C'est-à-dire qu'ils ont été élèves, ils sont professionnels, ils sont installés et là ils peuvent devenir formateurs. D'accord, il y a une continuité dans l'école. Oui, déjà, mais c'est comme si tu pouvais vraiment parler, tu étais vraiment objectif de la formation et de l'activité professionnelle et du courant, je dirais. Voilà, je suis réflexologue. Il faut avoir un petit peu de pratique quand même, j'imagine. Voilà, c'est ça, tout à fait. Voilà. Et donc c'est comme ça que je suis arrivé à la formation. Oui. Donc du coup, je suis devenu formateur de l'école qui m'a formé il y a quelques années. Et donc je forme les futurs réflexologues, les gens qui comme moi sont arrivés à un carrefour de leur vie et ont eu envie de changer de métier, d'aller dans le développement personnel. Si c'est pas pour pratiquer, c'est en tout cas pour aller une bonne maîtrise de la pratique, des soins, de la réflexologie. Mais en majorité, ce sont des gens qui pensent à une reconversion professionnelle, donc à une installation en tant que réflexologue, thérapeute. Qu'est-ce que ça t'apporte sur le plan personnel de faire de la formation aujourd'hui ? Je crois que c'est le partage et la transmission. Voilà, de ne pas garder la connaissance pour soi et de partager ça avec d'autres personnes. Et d'aider les gens aussi dans leur chemin d'évolution. Oui, et tu observes beaucoup de transitions, de changements assez profonds chez les gens, parce que toi-même, tu as un parcours assez atypique, tu es passé par différents types de professions, tu t'es enrichi à chaque fois et quelque part il y a une ligne directive derrière, mais c'est le cas d'autres personnes ? Oui. En fait, on s'aperçoit que dès qu'on arrive dans la quarantaine, on se pose des questions sur est-ce que je suis bien à ma place d'un point de vue professionnel ? Ouais, c'est charnière. Ouais. Est-ce que je m'épanouis vraiment ? Est-ce que je suis là pour m'épanouir ou je suis là pour simplement pour une activité économique et financière ? Donc les gens se posent de plus en plus de questions, que les choses soient en adéquation avec leur objectif personnel. Avec leurs valeurs aussi. D'accord. Donc les gens qui viennent à cette école, donc les gens que je rencontre en cours, c'est des gens qui ont un bagage de vie. On va dire ça comme ça. Qu'on peut réutiliser quelque part, même si c'est différent des domaines d'activité. Oui, dans ce bagage, dans ce parcours, il y a des choses en fait qui les amènent au soin ou à l'ouverture vers l'autre. Voilà, c'est pas on fait abstraction du passé, on va vers le futur. Non, bien au contraire. Certains éléments. Bien au contraire, ça aide toujours. Et il faut savoir rebondir avec ça.
D'accord, c'est très intéressant cette perspective. Ouais. Tu as d'autres projets à l'avenir de développement de ton activité ou aller vers d'autres types de thérapie? C'est un petit peu, j'ai pas envie de dire le terme parce que c'est fort, mais c'est dangereux d'aller sur plusieurs thérapies parce que du coup on se disperse. Oui, voilà, c'est ça. Donc autant rester sur un ou deux outils, des outils que l'on maîtrise, que l'on sent bien et où on peut avoir quelque chose qui se juxtapose. Voilà. Tu les fais évoluer ces outils? Ah oui, au contre, oui, bien sûr. Mais bon, après il y a mon développement personnel propre, c'est-à-dire que je suis aussi intéressé par